Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et jusqu'à 14h, nous sommes avec Jacques Beau, ex-membre du renseignement stratégique suisse. Il a été partie prenante des négociations après la chute de l'URSS et a suivi de près la révolution de Maïdan en 2014. Et il publie donc ce livre, Poutine, maître du jeu, avec un point d'interrogation aux éditions Max Milo. Bonjour Monsieur Beau. Bonjour. Alors Jacques Beau, effectivement, votre livre est très intéressant, remet beaucoup de pendules à l'heure, quel que soit ce qu'on peut penser. En tout cas, qu'on soit d'accord avec vous ou non, il rappelle un certain nombre de points d'histoire qu'il est intéressant de connaître. Alors, mettons les choses tout de suite au point. On sait qui est l'agresseur, qui est l'agressé. Il y a eu agression, il y a eu invasion, et l'agresseur, c'est les Russes. Les agressés, ce sont les Ukrainiens. Il y a eu ce qu'il y a eu, effectivement, et ce qu'il y a encore aujourd'hui. Et c'est terrible parce que toute guerre est évidemment terrible. Mais on ne peut pas faire l'impasse sur les responsabilités de tout le monde. Parce que ça ne vient pas comme ça, ce n'est pas venu comme une espèce d'ovni ou d'aérolite sur Terre. C'est venu à la suite d'un certain nombre de choses. Et ça, Jacques Beau, je rappelle effectivement ce qu'a dit Augustin. Vous avez été expert des Nations Unies, vous avez dirigé, vous avez travaillé pour l'Union africaine et vous avez été durant 5 ans responsable de la lutte contre la prolifération des armes légères à l'OTAN. Et je rappelle qu'au sein de l'OTAN, vous avez suivi la crise ukrainienne de 2014, puis participé à des programmes d'assistance à l'Ukraine. Donc vous connaissez ce dont vous parlez, et c'est toujours bon d'avoir des gens qui connaissent un peu le terrain, un peu beaucoup le terrain, et ce dont ils parlent. Alors, parlons-en aujourd'hui, parlons de l'histoire la plus récente. Vous dites dans votre livre que le 24 mars 2021, c'est-à-dire il y a 1 an, pratiquement jour pour jour, Zelensky sort un décret pour la reconquête de la Crimée. C'est exact. C'est exact. Qu'est-ce qui s'est... Oui. Et il me semblait important de rassembler parce que on a vu l'évolution de ces dernières semaines. Et là, il ne s'agit pas de distribuer des bons points ou des mauvais points. Mais je me suis posé la question... qu'est-ce qui fait que ce conflit est plus terrible que les conflits qu'on a connus autrefois en Irak, c'est-à-dire pour lesquels on n'a jamais pris de sanctions contre les États-Unis, par exemple. Et ne parlons pas du Yémen, ne parlons pas de la Libye, exactement. etc. C'est pour ça je pose la question, qui a manifesté pour le Yémen, etc. Et donc, j'ai constaté que, en fait, notre regard sur le conflit ukrainien s'est polarisé en grande partie parce que nous avons éliminé un certain nombre de faits de notre information quotidienne. Et effectivement... On les a éliminés, à votre avis, sciemment ou pas? Écoutez, naïveté, si j'étais complotiste, je dirais qu'on l'a fait sciemment. Si mon expérience a montré qu'on est plus stupide que complotiste. Parce que pour être complotiste, il faut être intelligent. Et donc, c'est pas un calcul machiavélique. Je pense que tout simplement, on l'a pas fait parce que ça n'arrangeait personne de le dire à ce moment-là. Et puis, on se retrouve de fil en aiguille avec finalement des mensonges par omission qui nous mettent devant des situations qui sont inexpliquées ou inexplicables autrement que par la folie de Poutine. Et des situations dramatiques, effectivement. Et des situations évidemment dramatiques, parce qu'aujourd'hui, c'est évidemment la population ukrainienne qui souffre de cette affaire. Et elle en souffre, je le crains malheureusement, certainement de l'action russe, mais en grande partie aussi parce que les Occidentaux ont laissé tomber l'Ukraine depuis très longtemps en réalité. On a instrumentalisé quelque part l'Ukraine. Alors on va parler de tout ça après les informations, on va parler de ces faits qui ont engendré ce que vous dites, c'est très important, vous le racontez dans votre livre, et revenons aux faits, revenons à l'histoire. Sans ça, on est condamné à ne rien comprendre. Et pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Avec ce qui se passe en ce moment en Ukraine, en Russie, en Europe, avec la Chine, avec les États-Unis, avec les échanges d'imprécations, un livre à lire pour vraiment mettre en perspective, au bon sens du terme, le livre de Jacques Beau, Poutine, maître du jeu, avec un point d'interrogation, paru aux éditions Max Milo. Alors, je voudrais justement, Jacques Beau, qu'on revienne aux faits.
au pluriel, bien sûr. Qu'est-ce qui a amené justement qu'en février, là, Poutine décide d'envahir l'Ukraine et d'envahir massivement, enfin quand même assez massivement? Alors, il y a évidemment plusieurs choses. On a beaucoup parlé dans les médias de la question de l'admission de l'Ukraine dans l'OTAN, etc. Ça, ce sont des causes sous-jacentes, stratégiques, mais c'est probablement pas la raison qui a provoqué l'invasion. Concrètement, l'invasion, elle a été déclenchée après que les populations du Donbass aient été prises sous un feu d'artillerie intense des forces ukrainiennes depuis le 16 février de cette année. Et on savait, pour ceux qui observaient la situation en Ukraine, on savait que depuis mars 2021, l'Ukraine... Le fameux décret de Zelensky, le fameux décret de Zelensky qui prévoyait de reprendre... Même la Crimée, c'est ça, la Crimée. La Crimée, exactement, tout à fait. Et donc, il y avait toutes les forces ukrainiennes ont été déplacées lentement au cours de cette année, de l'année 2021, vers la frontière sud du pays et vers le Donbass. L'idée de Zelensky était de régler le problème une fois pour toutes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on constate aujourd'hui que l'armée ukrainienne, ce qui reste de l'armée ukrainienne, est complètement encerclée aux frontières du Donbass en quelque sorte. Mais alors une chose que vous avez dite dans votre livre aussi qu'on ne connaissait pas, vous dites, ça rappelle, comparaison n'est pas raison, la guerre des 6 jours, le premier jour avec l'armée israélienne qui anéantit l'aviation égyptienne. Vous dites dans votre livre, Jacques Beau, que les Russes ont anéanti pratiquement l'aviation ukrainienne dans les premières heures de l'invasion. Exactement, ça a été les premières frappes, si vous regardez la carte, les premières frappes du 24 février, remarquez qu'avec des missiles, ils ont frappé pratiquement toutes les bases aériennes, les centres de commandement. En fait, en termes militaires, on appelle ça une décapitation, c'est-à-dire qu'ils ont décapité les forces ukrainiennes qui étaient dans la région du Donbass. Il n'y avait plus d'appui aérien, il n'y avait pratiquement plus de conduite opérative, et... l'armée s'est trouvée ensuite, si vous voulez, déconnectée de sa tête. De son commandement. De son commandement, exactement. C'est en fait ce qu'avaient fait les Israéliens en juin 67, lorsqu'ils avaient attaqué les forces égyptiennes dans le Sinaï. Alors, revenons justement. Donc, Zelensky, vous dites, décret pour la reconquête de la Crimée, le Donbass, il faut en finir avec... Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand même? Vous étiez à l'OTAN, parce que ça, je parle du Donbass, vous étiez à l'OTAN, vous étiez vous occupiez aussi des affaires ukrainiennes en 2014. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, en 2014, donc j'étais responsable de la lutte contre la prolifération des armes légères, et quand la rébellion du Donbass a éclaté, on a tout de suite pensé que les Russes fournissaient des armes aux rebelles. Et donc, évidemment, c'était mon domaine, donc on a surveillé un peu ça pour voir si, effectivement, ils recevaient des armes. Et on s'est aperçu qu'en fait, ils recevaient, non pas d'armes de Russie, mais ils les recevaient des troupes ukrainiennes qui passaient du côté russophone. L'armée ukrainienne était une armée qui était constituée territorialement, si vous voulez, avec des russophones et des ukrainophones. Les Ukrainiens, oui, et logiquement, les russophones avaient des réticences à tirer sur leurs frères. Exactement. Donc on a des unités complètes, des régiments complets qui ont passé du côté rebelle, avec armes et bagages. Et c'est ce qui a armé les rebelles, en tout cas jusqu'en 2016. Mais, alors, Jacques, ces rebelles, voulaient-ils... Alors, pour être tout à fait clair, voulait-il rejoindre la Russie, je veux dire, se retrouver sous territoire russe, je dis pas le pacte de la Varsovie, ou voulait simplement une autonomie, où c'était la question linguistique? Est-ce que tout ça jouait? Comment ça jouait concrètement? Alors, concrètement, tout a démarré le 23 février 2014, lorsque les nouvelles autorités non élues, puisqu'il y avait eu un coup d'État, en quelque sorte, ont pris la décision de... Poroshenko, à ce moment-là. Alors, Poroshenko n'est pas encore là. Elle n'est pas encore là, d'accord. On est avant, il n'y a pas encore eu d'élection, on est vraiment au lendemain du coup, et il y a des autorités provisoires qui se mettent en place et qui prennent la décision de changer la loi sur les langues officielles. Et il y avait parmi les langues officielles en Ukraine, il y avait donc le russe et l'ukrainien. Et c'était des ultranationalistes qui avaient pris le pouvoir, donc ils ont décidé de mettre l'ukrainien comme seule langue officielle. Ils n'ont pas interdit le russe, mais ils l'ont
plus fait comme langue officielle. C'est-à-dire que toutes les interactions entre citoyens et l'État devaient se faire en ukrainien. Voilà, officiellement, avec l'administration, etc. Exactement, les écoles, etc. Et c'est pour ça que en Crimée et dans le Donbass, où la population est très majoritairement russophone, il y a eu des manifestations qui ont rapidement tourné aux émeutes et qui ont tourné vraiment à la rébellion. Elles ont été réprimées assez durement, ce qui a fait qu'il y a eu une escalade à ce moment-là. La Crimée a eu une évolution un peu particulière, peut-être pas la traiter maintenant tout de suite, mais dans le Donbass, on a donc vraiment une rébellion qui est née, et puis les rebelles ne cherchaient pas à ce moment-là à se séparer de l'Ukraine. On a dit les séparatistes. Voilà, on a dit les séparatistes, mais au sens strict, c'est faux. Ils n'ont jamais été séparatistes. Ils voulaient quoi, une autonomie? Ils voulaient une autonomie. Ils voulaient un système un peu comme ce qu'on connaît en Belgique ou en Suisse, c'est-à-dire avec une autonomie au niveau linguistique qui permettait d'avoir des institutions un peu taillées sur mesure de manière régionale. Et il y a eu deux référendums d'autonomie qui ont été faits dans le Lugansk, enfin dans l'oblast de Lugansk et de Donetsk, qui portaient très spécifiquement le libellé c'était une demande d'autonomie. Et les accords de Minsk qui ont été à partir de septembre 2014, qui a été fait Minsk 1 et ensuite février 2015 Minsk 2, comportait l'idée d'autonomie. Il n'y avait absolument pas la question de devoir rattacher ces Et les accords de Minsk stipulaient que cette autonomie linguistique et autres soit donnée, soit accordée ou pas? Alors, il stipulait qu'il devait y avoir une négociation entre les autorités ou les représentants des républiques autoproclamées, en quelque sorte, et les autorités de Kiev. D'accord. Et c'était une négociation qui devait avoir lieu de manière totalement interne et qui devait aboutir à un changement de la Constitution de façon à ce qu'il y ait une certaine autonomie donnée. Mais on parlait d'autonomie, il n'était absolument pas question de se séparer de l'Ukraine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et là, vous parlez effectivement de l'Europe. Vous dites que non seulement le gouvernement de Kiev, mais vous dites que l'Europe, qui était un peu supervisée, tout cela, en tant que médiateur, ou pas du tout? Alors, en fait, à ce stade, en 2014, c'est plutôt l'OSCE qui supervise. Hein. L'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui est basée à Vienne. Et comme il y avait donc les parties des accords, c'est-à-dire les autorités de Kiev d'une part, et puis les autorités des républiques autoproclamées d'autre part, et puis des garants de part et d'autre. Les garants, c'était l'Allemagne et la France du côté du gouvernement de Kiev, et puis la Russie du côté des rebelles. Des rebelles, d'accord. Et ça se faisait dans le cadre de l'OSCE parce que la Russie ne fait pas partie de l'Union européenne, oui, voilà, tout simplement. Et donc, ces garants avaient pour tâche de promouvoir la mise en œuvre de ces accords de Minsk. Voilà. D'accord. Et c'est là où les choses n'ont pas joué, parce que les autorités de Kiev n'ont pas voulu se lancer dans une réforme de la Constitution qui aurait donné une autonomie aux régions. Ils avaient un peu peur de ça, et d'ailleurs c'est ce qu'ils ont dit jusqu'à il y a quelques semaines, d'ailleurs, je n'invente rien. Ils avaient peur que ça détruise l'unité ukrainienne. Et voilà, donc ils ont toujours freiné la mise en œuvre de ces accords, et les autorités, j'allais dire européennes, c'est-à-dire la France, l'Allemagne sur le côté, je rappelais encore, parce que la France a un impact, une responsabilité plus grande, puisque les accords de Minsk ont fait l'objet d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a été entérinée par les 5 par les 5 membres du Conseil de sécurité. Exactement, les 5 membres permanents, dont la France. Donc la France avait une double responsabilité, d'une part en tant que membre de l'OSCE, garant des accords, et d'autre part en tant que comme membre du Conseil de sécurité. Oui, mais alors justement, donc ça n'a pas été... On comprend aussi les raisons des Ukrainiens, ils disent oui, mais nous on ne veut pas autonome, ça peut s'étendre, etc. Donc on avance, ça continue, alors la rébellion au Donbass, ça continue, il y a les bombardements, il y a tout cela. Nous avions reçu il n'y a pas longtemps la journaliste Anne-Laure Bonnel, qui est allée au Donbass, qui a fait un premier film et qui récemment est revenue, que nous avons reçu il y a quelques jours. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Revenons alors, quand Zelensky fait ce décret,
il fait un décret pour la reconquête de la Crimée, quand même. C'est étonnant, parce qu'il pourrait pu dire, je fais un décret pour dire, ah là, il faut accentuer, il faut que ça s'arrête au Donbass et qu'on en finisse avec cette rébellion. La Crimée est déjà passée dans l'orbite russe, à ce moment-là. Quel est son... Alors, je pense que du point de vue ukrainien... 24 mars 2021, oui. Les Ukrainiens n'ont jamais admis le passage ou accepté le passage de la Crimée dans l'orbite russe. Là aussi, bon, on ne va pas entrer dans les détails, c'est une histoire très complexe, mais qui est aussi intéressante et qui est souvent mal comprise en Occident. Mais bref... il y avait, je pense que... D'abord, on ne sait pas exactement ce qu'il y avait dans la tête de Zelensky. Ce qu'on sait, c'est que depuis le printemps 2021, il y a un renforcement régulier des forces ukrainiennes dans le sud du pays. Et non pas à l'Est, parce qu'on verra à partir d'octobre, novembre de l'année passée, on dit qu'il va y avoir une invasion depuis le Bélarus, depuis l'Est. Or, en réalité, les Ukrainiens ne renforcent rien à ces frontières-là. Tout est au sud. Tout est au sud, dans une région qui n'est pas vraiment au contact, même pas du tout au contact de la Russie, sauf dans la Crimée qui est au contact, mais sinon pas. Donc on voit bien que les Ukrainiens ne croyaient effectivement pas, et d'ailleurs ça correspond à ce qu'ils ont dit à plusieurs reprises, on dit non, la Russie ne cherche pas à nous attaquer. Et les services de renseignement, je pense les services de renseignement, ceux que je connais, mais... on pense qu'effectivement, la Russie n'avait aucune intention d'attaquer ou de mener une offensive en Ukraine avant le début février de cette année. Alors, on va en parler tout de suite, après une petite pause. Et vous nous appelez au 0826 300 300, vous poserez vos questions dans un quart d'heure jusqu'à 14h. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Jacques Beau, Poutine maître du jeu, interrogation, effectivement, mais on se demande maître du jeu. Mais quand même, Jacques Beau, là, je ne sais pas, est-ce que vous n'allez pas un peu vite en besogne en disant que vous pensez que le 24 février encore, ou en tout cas début février, la Russie, enfin Poutine, en tout cas, parlons de Poutine, ne pensait pas envahir l'Ukraine. Mais on n'envahit pas l'Ukraine en 2 semaines comme ça. Il y avait quand même quand on voyait qu'il a massivement, il s'est pas contenté de l'Est, hein, le Nord, sur Kiev, etc., Odessa et compagnie. Il s'est allé de presque tous les côtés. Ça se prépare, ça, non ? Oui, bien sûr, tout à fait. Mais on pense qu'au début février, il a pris sa décision. Dans la première mi-février peut-être. Mais il faut savoir que l'état-major général russe est un état-major général qui travaille de manière extrêmement, comment dire, dans les détails, si vous voulez. Il prépare tous les cas possibles, en permanence. En permanence. En permanence. Toutes les situations possibles. Toutes les situations, et ils préparent en permanence tout. Ils ont tout, ils sortent des tiroirs, une offensive. Mais ça fait partie, ça a toujours fait partie des méthodes de travail de l'état-major général russe. Ils sont prêts, ils ont ce qu'on appelle des planifications de contingence. Pour chaque cas, il suffit qu'on dise, ben voilà, on va faire le plan A, et ils sortent le plan A des tiroirs. Je simplifie, mais en gros, c'est ça. Et donc, effectivement, ils avaient préparé un grand nombre de choses, mais pas tout. Par exemple, il y avait beaucoup de choses, on voit qu'ils s'étaient préparés, par exemple, ils s'attendaient aux sanctions. Et ils avaient préparé la Russie aux sanctions économiques. Mais cette préparation, elle n'était pas terminée, puisque on a vu d'ailleurs que les Occidentaux, notamment les Américains, ont gelé par une bonne partie des avoirs souverains. Alors qu'ils auraient dû les retirer s'ils pensaient. Voilà, ils étaient dans ce processus-là. Ce qui montre que les Russes avaient certainement planifié. Mais pas tout préparé. Mais ils n'avaient pas tout préparé. C'est ce qui a déclenché vraiment la décision, ça a été les frappes qui ont été, que je n'invente pas, on peut les consulter sur le site de la mission d'observation de l'OSCE, qui observait le cessez-le-feu le long de la ligne de contact et qui a noté, à partir du 16 février, une augmentation radicale du nombre de tirs sur le Donbass. Oui. Et c'est ce qui a signifié aux Russes que l'offensive qui était prête, parce qu'on avait observé déjà le déplacement de troupes, et c'est à ce moment-là ils se sont dit, voilà, ça va se déclencher dans les heures qui viennent. Et c'est pour ça
que Poutine a décidé à ce moment-là d'attaquer. Alors justement, on ne va pas revenir à l'histoire, car il faut rappeler ce qui s'est passé au moment du démantèlement de l'Empire russe, enfin de l'Empire soviétique, pardon, je veux dire, fin de l'URSS, 91, etc. On a parlé ici avec Roland Dumas, qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque de Mitterrand, et effectivement, il s'était dit, mais pas écrit, qu'il fallait que les fusées, en tout cas l'OTAN, n'aille pas jusqu'à un certain point dans l'Est, et que de ce point de vue, les Russes retiraient fermement de leurs anciennes possessions, en tout cas du pacte de Varsovie, toutes les fusées nucléaires et compagnie. Est-ce qu'il y a eu, en deux mots, on ne va pas remonter, malheureusement, on n'a pas le temps pour mais est-ce qu'il y a eu effectivement des accords qui avaient été faits, qui n'ont pas été tenus, Jacques Beau? Alors oui, effectivement, il y a eu, on pourrait dire un deal. Il n'y a pas eu d'accord écrit, bien sûr, mais il y a eu un deal, et pour une raison très simple que personne ne dit d'ailleurs, et que je mentionne dans mon livre, mais moi j'ai connu cette époque, j'étais dans les services de renseignement à l'époque, et on a suivi ça avec beaucoup d'attention. Là, il y a eu un deal. Pourquoi? Parce qu'en 1990... 1989 même, lorsque on évoquait déjà la réunification allemande, il ne faut pas oublier que la Russie, enfin l'URSS, était un des vainqueurs de l'Allemagne. Puisqu'il avait une zone, etc. Exactement. Bien sûr. Et elle avait donc de jure, selon le droit, elle avait l'obligation d'être consultée pour la réunification allemande. Oui, on ne pouvait pas faire la réunification sans l'accord des Russes. Exactement, on ne pouvait tout simplement pas le faire. D'accord. Et c'est pour ça que les Américains ont été obligés de demander aux Russes. Et les Russes, Gorbatchev à l'époque, ont évidemment négocié ça. Et ils ont dit, OK, on vous laisse faire cette réunification, mais à condition que... Et alors, évidemment, il n'y a jamais eu de traité. Alors, écrit. à condition que quoi, demandait Gorbatchev? Alors que l'OTAN ne se rapproche pas des frontières, des frontières russes. Oui. Exactement. Et c'est ce qui a été... Bon, il y a toutes sortes de documents qui ont entériné, enfin pas entériné, mais qui ont relaté ces promesses. Vous en parlez dans votre livre avec un certain nombre de déclarations américaines, Kennan et compagnie, oui. Tout à fait. Mais effectivement, c'est vrai que la naïveté, on pourrait dire, de Gorbatchev, c'est qu'il a pensé que la parole des Occidentaux était une vraie parole, et il n'a pas demandé d'assurance écrite, c'est peut-être ce qu'on pourrait lui reprocher. Mais il y a eu un deal. Et c'était absolument incontournable de la part des Occidentaux. Ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte de l'atmosphère de l'époque. Moi, j'ai très bien connu cette atmosphère. Parce que, comme je l'ai dit, j'étais dans les services de renseignement. On se demandait d'ailleurs ce qui allait se passer, parce qu'on s'attendait à ce que l'URSS fasse comme en Tchécoslovaquie, quand on parlait de réunification, etc. Quand il y a eu le mur est tombé, etc. Bien sûr, qu'elle fasse comme en Tchécoslovaquie ou comme elle avait fait à Budapest. Or, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et je me rappelle, j'ai travaillé pendant 6 mois, je fais un travail de recherche à l'Institut d'études stratégiques à Londres, sous la direction de François Hesbourg d'ailleurs, où on se posait la question, que va-t-il se passer? Et vraiment, on était à deux doigts de penser qu'il allait y avoir une intervention russe. Enfin, soviétique. Oui, soviétique. On parlait encore d'Union soviétique. Donc, en fait, vous dites que tout ça, c'est effectivement tout le paysage qui fonctionnait dans sa totalité, qui fait qu'il y a eu un véritable malentendu. Plus que malentendu, les Occidentaux ont dit, bon, écoutez, oui, l'Allemagne est réunifiée, c'est vrai que c'est très important de rappeler ça, que les Russes que l'Union soviétique était partie prenante, et puis il y a eu le démantèlement. Et est-ce qu'il n'y a pas eu de la part des Occidentaux qui se sont dit, bon, l'URSS c'est fini, bon, la Russie va retrouver une place, mais qui ne sera pas peut-être aussi... Alors, je pense que du côté des Européens, il y avait sans doute beaucoup de bonne foi. Du côté américain, je ne suis pas sûr que la bonne foi ait été partagée. Parce que, et je le cite dans mon livre d'ailleurs, il y avait certains, notamment Dick Cheney, qui était ministre de la Défense, enfin secrétaire à la Défense à l'époque, n'est-ce pas, pour les Américains ont toujours eu le sentiment d'avoir gagné la guerre froide. Eh oui. Ils ont le sentiment d'avoir gagné. D'ailleurs, ils ont gagné la guerre froide. Non, c'est le communisme qui l'a perdu.
C'est un système qui s'est effondré. Mais l'Occident n'a rien fait pour la gagner en réalité. C'est le système qui s'est effondré de lui-même parce qu'il était tout simplement pas viable. Termitière. Et je me rappelle le jour où le mur est tombé, j'étais dans le bureau d'un secrétaire, à la Sécurité nationale à Washington. Et le gars n'avait rien compris de ce qui se passait. C'était le jour de la chute du mur. Le gars, il était conseiller à la Sécurité nationale, c'est-à-dire que le gars conseillait le président. Ouais. Il n'avait rien compris de ce qui se passait. Pour lui, c'était une émeute. Et c'est pour ça que quand on dit qu'on a gagné la guerre froide, j'ai un peu tendance à sourire parce que on a été surpris par l'événement, comme sans doute probablement ceux qui ont été le moins surpris, ça a été le KGB. Et peut-être. Et un certain Poutine qui était déjà là. On se retrouve avec les auditeurs du Sud Radio juste après ceci. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 et ce ne sera pas le KGB qui vous répondra, mais Aude, à tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous allons à Aubagne et pas à Aubagne avec Franck qui nous appelle. Bonjour Franck. Bonjour. Bonjour Franck, on vous écoute. Oui, bonjour. Alors bonjour André Berkov et bonjour à votre invité Jacques Beau. Bonjour. J'ai suivi votre entretien avec Monsieur Michel Collomb sur Investigation que j'ai trouvé très très intéressante et très instructive. Merci. Voilà, vous évoquiez, c'était une interview un peu longue quand même, 1h37 de mémoire. Donc voilà, ça a été vraiment très intéressant, enrichissant. Et vous aviez beaucoup évoqué tout ce qui est censure, manipulation d'images et toutes ces choses-là. Voilà. Et moi, la question que je me pose, c'est quel intérêt ont aujourd'hui tous nos médias à dire beaucoup de mensonges, parce que quand on va chercher des vraies infos sur des sites internet, sur des médias qui ne sont pas des médias mainstream mais des médias indépendants, on voit vraiment d'autres choses qui se passent. Par exemple, l'exemple le plus flagrant, c'est cette bombe à fragmentation qui est soi-disant atterri à Kiev, qui en fait a été tirée par le commando Azov, et c'était à Mariupol. C'est Mariupol, oui. C'était à Mariupol. Vous parlez de l'hôpital de Mariupol, c'est ça? Oui, voilà, et de l'hôpital aussi, mais pas que de l'hôpital. Oui, cette bombe à fragmentation qui a été larguée en plein milieu de Mariupol, qui a fait des morts. À Donetsk. En fait, c'est à Donetsk. Oui, à Donetsk, voilà, il y a eu 26 morts. Ça a fait la une d'un journal italien, je ne sais plus lequel. La Stampa. Ça n'a fait. Oui, c'est ça, voilà. Où on donc dit votre que. question, oui, Franck, votre question, c'est pourquoi les médias agissent comme ça. Pourquoi, surtout, alors déjà, là, voilà, si vous voulez, il y a deux questions en une. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et le problème, c'est que de désinformer les gens comme ça, ça crée des tensions et des malaises entre les gens, parce que du coup, les gens s'endoctrinent facilement d'un côté ou de l'autre, alors qu'ils n'ont pas tous les tenants et tous les aboutissants. Et moi, j'ai un ami russe. Sa femme est ukrainienne, toute sa belle famille est dans la région du Donbass. Il a des problèmes au travail, enfin il se fait insulter et tout ça. Ouais. Et je pense que cette désinformation fait aussi que ça rajoute de l'huile sur le feu, parce que ça permet pas aux gens d'avoir les deux visions de la chose. Et je pense qu'ils se fourvoient de fait. Franck, Jacques Beau, effectivement, la guerre de l'information, parlons-en. Tout à fait, merci pour cette question, parce que, bon, on sait que dans les guerres, quelles qu'elles soient, et il y a des deux côtés, chacun essaye de tirer la couverture de son côté, et chacun informe, enfin donne des informations qui le rendent évidemment, le présentent sous le jour le plus favorable. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à ignorer ce que disent ceux qui placeraient les Ukrainiens d'un jour défavorable. Je ne dis même pas qu'ils placeraient les Russes sous un jour favorable, je dis qu'ils placeraient les Ukrainiens sous un jour défavorable. Et effectivement, il en résulte une polarisation, et je crois que vous avez cité deux exemples, effectivement, le missile qui est tombé en plein Donetsk et qui a fait 26 morts, eh bien, il a été attribué aux Russes et placé à Kiev, et effectivement, on a comme ça, on a cette mauvaise image
des Russes, qui est déjà pas brillante, mais on en rajoute un petit peu. Et pour l'affaire de Mariupol, ce qui est intéressant, enfin la maternité de Mariupol, parce qu'on pourrait parler de beaucoup de choses, et ce qui est intéressant dans l'affaire de la maternité de Mariupol, c'est qu'on savait le 7 mars, c'est-à-dire 2 jours avant la frappe, il y a eu une frappe russe le 9 mars, mais le 7 mars, c'est-à-dire 2 jours avant, la représentation russe à l'ONU à New York avait annoncé que l'hôpital de Mariupol était aux mains des brigades ultranationalistes Azov. Et qu'ils avaient chassé les médecins ou les soignants, tous les patients, tous les civils avaient été chassés. Et ça a été confirmé par un média indépendant russe, le média Lenta, le lendemain, qui a effectivement relaté les témoignages des civils qui avaient été chassés à la pointe du fusil de l'hôpital. Ils avaient vraiment viré tout le monde. Et l'hôpital ayant une position dominante, offrant une vision très dégagée sur le reste de la ville, c'était un endroit idéal pour y placer des armes anti-chars et des postes d'observation. Raison pour laquelle la brigade Azov, ce régiment l'avait pris. Et c'est pour ça qu'il a été frappé par les Russes. Mais quand on l'a présenté ici, on a dit il frappe une maternité avec des femmes, des enfants, etc. Donc il y a manifestement, on essaye de... C'est ce qu'on appelle de la propagande, quelque part. C'est-à-dire qu'on prend les éléments qui nous intéressent pour les injecter dans les médias et on efface les autres. Juste un mot là-dessus, puisque vous parlez des médias. Vous parlez des médias indépendants. Et il y a encore des médias indépendants russes et je vais vous poser la même question sur l'Ukraine, puisque Volodymyr Zelensky a supprimé les partis d'opposition et a supprimé un certain nombre de radios. C'est-à-dire, des deux côtés, y a-t-il encore de l'indépendance médiatique? Alors, en Russie, la Russie est ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'on est sous, comme je le dis dans mon livre, une sorte de démocratie contrôlée, où évidemment, démocrature. On n'est pas exactement comme en Suisse. Là, on va se mettre d'accord là-dessus. Ceci étant, tous les médias ne sont pas interdits en Russie, de loin pas. D'ailleurs, la dernière loi qui a été prise, c'est une loi qui interdit les fake news. C'est pas une loi qui interdit les médias occidentaux. Contrairement aux occidentaux qui ont interdit les médias comme RT et Sputnik, nous on a interdit les médias. Les Russes n'ont pas interdit les médias, ils ont interdit les fake news. Alors, vous allez me dire, comment est-ce qu'on peut juger une fake news? Qui juge la fake news de qui? On peut discuter là-dessus. D'accord, mais c'est intéressant de voir qu'ils n'ont pas interdit les médias eux-mêmes. Ce sont les médias qui, à la suite de cette loi, les médias occidentaux comme BBC, CNN, qui se sont retirés de Russie. Ceci étant, donc, effectivement, on est dans un environnement où l'information est contrôlée. Elle est certainement d'autant plus contrôlée qu'on est dans une situation de conflit et que, évidemment, l'information publique prend un caractère beaucoup plus... Mais on a fait la même chose ici à propos, quand il y a eu les attentats terroristes... Mais rappelons-nous l'Irak et la fille de l'ambassadeur de Koweït qui parlait des enfants jetés des couveuses. C'était la fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington qui s'est fait passer pour une infirmière en disant qu'ils avaient... Voilà, c'est horrible de faire des choses comme ça. Alors ça, c'est carrément de la désinformation, parce que là, il y a eu vraiment un jeu de désinformation. C'est un petit peu, en fait, ce qu'on a voulu faire avec Mariupol. Parce que le truc de la maternité de Kuwait City que vous évoquez, c'est ce qui a décidé finalement le Conseil de sécurité des Nations Unies à intervenir. Et vous dites, attendez, ça c'est très important, vous dites dans votre livre, Jacques Beau, qu'il y a une firme de relations publiques qui a été payée 10 millions de dollars pour organiser la chose. Hill & Knowlton. Oui, Hill & Knowlton, c'est hallucinant. C'est-à-dire que pour déclencher la guerre en Irak, on organise une formidable opération de désinformation, payée 10 millions de dollars, mais je vous rassure, ce n'était pas McKinsey, hein, non, mais soyons clairs. Merci beaucoup Franck pour votre appel. Nous sommes maintenant avec Frédéric qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Allô, bonjour. Oui, voilà. Allô, bonjour. On vous écoute Frédéric. Oui, bonjour. Voilà, je voudrais témoigner parce que j'étais en novembre 2014 à Kiev. J'étais invité par un grand photographe, le plus grand photographe ukrainien à l'époque, Igor Gaïdaï. Et j'avais constaté une chose surprenante sur la place Maïdan. On vendait des rouleaux de papier cul avec l'effigie de Poutine. Et je me dis que quand même, c'est pas très étonnant qu'après ça, tout ça explose.
Et un autre petit détail, Oui. j'avais été invité à assister à une conférence d'une auteure dont j'ai perdu le nom, une Française qui avait écrit, russophone, qui avait écrit un livre sur les relations entre l'Ukraine et la Russie. Et elle était très critique, ça se passait à l'Alliance française, elle était très critique sur l'extrémisme en Ukraine. Et je m'attendais à ce qu'il y ait une volée de bois vert dans l'assistance, et en fait tout le monde avait applaudi. Voilà, Ah petit ouais. témoignage D'accord. quand même qui montre que les choses ne sont ni noires ni blancs, mais peut-être plus nuancées. Tout à fait. Juste un mot, Jacques Beau. Vous parlez dans votre livre assez longuement des, vous savez, des bataillons Azov et bataillons Patriot Ukraini, Svoboda, et puis enfin, la Panzer. Enfin, et c'est quand même, encore une fois, il ne s'agit pas de généraliser. En aucun cas, l'Ukraine n'est un État national-socialiste, ce serait grotesque. Mais vous montrez les logos qui ressemble pas mal à celle de la Panzer Division SS Das Reich, enfin, de sinistre mémoire. C'est quoi ces gens? C'est pas. Alors, ce qui s'est passé en 2014, c'est Oui. que alors que l'armée ukrainienne affrontait le Donbass, ils ont essuyé vraiment défaite sur défaite par rapport aux rebelles. Et l'état-major ukrainien était vraiment extrêmement rigide dans sa manière de réfléchir. C'est vraiment probablement la vieille garde soviétique, je ne sais pas. Mais en tout cas, les derniers soviétiques. Ils étaient incapables de répondre. Les rebelles à l'époque avaient des tactiques qui se rapprochaient un petit peu de ce qu'on observe au Sahel aujourd'hui, c'est-à-dire des petits engins très mobiles qui attaquaient et qui repartaient, etc. Et les Ukrainiens avaient été incapables de faire ça. Ça avait démoralisé les forces ukrainiennes. Et puis, en 2014, l'armée ukrainienne souffrait vraiment d'une démoralisation telle que... Vous disiez même des suicides. Il y avait plus de morts de suicides que de morts par action de combat. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai été, moi-même, je faisais partie de l'OTAN, j'avais une expérience dans la question des forces armées, puisque je suis expert des Nations Unies dans les structures de sécurité. Oui. Et l'OTAN m'a demandé d'aller aider l'Ukraine pour redonner un petit coup requinquer un petit peu, rebooster exactement l'armée ukrainienne. Et les solutions qu'on proposait étaient évidemment des solutions à moyen et long terme, et les Ukrainiens avaient besoin de solutions à court terme. Et c'est la raison pour laquelle ils ont fait appel à ce qu'on appelle les paramilitaires aujourd'hui, c'est-à-dire des milices ultranationalistes qui étaient et qui sont encore d'ailleurs au ministère de l'Intérieur, qui assurent des tâches plutôt statiques, mais qui complètent l'action des forces armées. Mais ça fait, selon Reuters, le nombre n'est pas connu exactement, mais Reuters l'a fixé à 102 000. Donc on a pratiquement... oui, ça fait plus de 40% de l'armée ukrainienne, enfin des forces armées ukrainiennes qui sont composées de ces paramilitaires. Ces paramilitaires, c'est des gens qui sont des ultranationalistes. Alors, comme vous l'avez dit, et je le dis dans mon livre d'ailleurs, l'Ukraine n'est pas un pays nazi. Non, bien sûr. Et les autorités ne sont pas nazies. Mais elles utilisent des unités qui ont toutes les caractéristiques, en fait. C'est pour ça qu'on les appelle néo-nazis. Et ils sont ultranationalistes, ils sont violents, ils sont antisémites, ils sont extrêmement anti-russes. Ils ont ce côté antisémite et anti-russe vient parce que beaucoup de ces unités ont leurs origines avant la Deuxième Guerre mondiale, en fait, à l'époque où lorsque il y a eu cette grande famine, l'Holodomor, durant laquelle Staline avait confisqué les récoltes pour vendre à l'étranger et avoir des devises pour moderniser l'armée soviétique. Et pour faire ça, et pour confisquer ces récoltes, ils avaient engagé le NKVD, c'était le ministère de l'Intérieur, c'est la police, mais c'est plus que ça, c'est des forces armées intérieures de l'époque. Et le problème était qu'à l'époque, c'était des unités organisées territorialement. L'Ukraine est un pays où il y avait une très forte proportion de juifs, et on retrouvait ces juifs dans les niveaux dirigeants de NKVD. Pas dans les niveaux exécutants, mais dans les niveaux dirigeants.
Et il en est resté... D'où la haine qui est Exactement. C'est la haine qui est restée aujourd'hui, contre les soviétiques, qu'on a assimilés aux Russes, et puis contre les juifs. C'est là d'où vient, vous savez, quand aujourd'hui on fustige les collabos de la Deuxième Guerre mondiale, on dit qu'ils luttaient contre le judéo-bolchevisme. Mais c'est exactement ça. Judéo-bolchevique est exactement ce qui décrit la manière dont étaient perçus les soviétiques par... Et cette haine s'est transmise. Elle s'est transmise, elle est restée. Parce que les Occidentaux, au début de la guerre froide, jusqu'au début des années 60, les Occidentaux ont utilisé ces mouvements de résistance, en quelque sorte. L'Ukraine est un territoire immense que l'Union soviétique n'a jamais vraiment réussi à totalement maîtriser. Et les services secrets américains, britanniques et français soutenaient ces résistants en Union soviétique jusqu'aux années 60. C'est avec l'arrestation de Kim Philby, de ses agents, ses taupes dans les services britanniques, que les soviétiques ont réussi à voir ça a changé. On peut rentrer là, on peut rester des heures dans cette histoire, mais c'est intéressant de rappeler ça, parce que ce sentiment, il est très fort. C'est pour ça que je dis l'antisémitisme, il n'est pas politique en Ukraine. Il est plus culturel que politique en réalité, aussi malheureux que ça puisse être. Et on pourrait passer des heures, mais il nous reste un quart d'heure jusqu'à 14h. Vous nous appelez au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et cette fois, c'est Jean-François qui nous appelle de Gironde. Bonjour Jean-François. Bonjour Jean-François. Bonjour. Je souhaite parler de l'affaire McKinsey, qui, à mon avis, est une affaire absolument préoccupante, qui engage des sommes considérables, 1 milliard sur une année. Qu'est-ce que ce serait si Macron est réélu? Et je pense que c'est une affaire qui est infiniment plus grave que l'affaire Fillon à l'époque, qui lui a pourtant coûté la présidence. Et je ne comprends pas comment le parquet national financier ne s'est pas encore emparé de cette affaire. C'est une bonne question. C'est une bonne question. À votre avis, pourquoi il ne s'est pas emparé de cette affaire? Parce que Macron s'en fiche présidentiellement. Oui, non, mais c'est une vraie question. Écoutez, on verra d'ailleurs, c'est intéressant, puisque vous avez vu que ce qu'a dit ici à ce micro Éliane Assassi, la sénatrice. Très bonne intervention. Oui, et donc la justice est saisie, et on verra ce que fera la justice. Ça, on le saura, je pense, assez vite, à moins qu'ils n'attendent quelques mois. Mais enfin, à condition que le PNF veuille bien bouger. Écoutez, on le saura assez vite, ça, en tout cas. Il n'avait pas demandé son reste pour l'affaire Fillon. Ah non, c'était 2 heures après la publication du Canard enchaîné. Oui, c'est vrai. Et j'estime que cette affaire McKinsey se rajoute à l'affaire Colonna, à l'affaire Orpea, pour ne parler que des affaires les plus récentes sans évoquer les mensonges sur les masques et le manque de masques. Et Alstom, n'oubliez pas Alstom. C'est pas mal, Alstom. Et Alstom, bien entendu, oui, mais alors si on va par là, moi j'estime que Macron est au pouvoir depuis 10 ans. Parce qu'il a été très largement le conseiller de Hollande, qui d'ailleurs n'en demandait pas tant pour faire des conneries, et qu'il a été très largement à l'origine de la déconfiture de Hollande. Et je pense que si on le réélit maintenant, il va faire 5 ans de plus, et c'est pas 1 milliard qu'on va donner à McKinsey par an, c'est le double, le triple ou même... C'est vrai, là, mon cher Jean-François, c'est aux Français de décider. Hein. Vous voyez, c'est vraiment l'élection. À la condition qu'ils soient pleinement conscients et que les États que les médias fassent suffisamment état des points noirs. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, chaque Français a au moins 20 raisons de ne pas voter Macron. Écoutez, c'est votre opinion, on la reçoit, et toutes les opinions pour nous sont légitimes. Et on retourne sur le conflit en Ukraine avec Lila qui nous appelle de Lyon. Bonjour Lila. Oui, bonjour Lila. Bonjour Monsieur Berkov, je suis tout à fait d'accord avec votre auditeur qui vient de passer avant de vous parler d'un truc sur l'Ukraine. Et il y a une question que j'aurais aimé poser à votre intervenant, c'est le fait d'ouvrir les portes à McKinsey, ils sont privés
privé, ils font une récolte d'informations et demain ces mêmes informations, comme c'est privé, des tas d'entreprises ou gouvernements étrangers s'adresseront à eux et c'est comme ça que pour les investissements, c'est comme ça qu'on vend la France. Maintenant je vais revenir sur Monsieur Zelensky. Je voudrais savoir ce que la personne que votre invité Jacques Beau, voilà, Beau s'écrit comment? B-A-U-D. Parce que comme j'ai noté son nom, je savais pas. Bon, très bien, merci. Ce qu'il pense de Monsieur Zelensky. Pourquoi? Parce qu'avec ce qui s'est passé en Ukraine, j'ai vu un reportage sur Monsieur Zelensky, j'ai vu son parcours, et je me suis dit, mon Dieu, c'est un chanceux comme Monsieur Macron. Et là, et au milieu du reportage, on nous parlait qu'il y avait des problèmes, ça y est, ça allait commencer pour lui, que bon, il avait mis tous ses amis autour de lui au pouvoir, et surtout des problèmes de corruption, parce qu'il y avait eu de l'argent, alors qu'il avait fait une série soi-disant contre la corruption, et donc, et au moment où peut-être on allait commencer à enquêter sur lui en Ukraine, est arrivé le conflit. Alors il y a deux questions. Est-ce que d'abord, à votre invité, ce qu'il pense de ça, et surtout tout cet argent qui est envoyé vers l'Ukraine arrivera à un moment. Est-ce qu'il ne va pas y avoir encore de la corruption comme dans les autres pays, comme en Syrie, comme de partout, en Irak, où des tas de dollars ou des euros sont arrivés, et finalement, ça a permis plus la corruption que d'aider le peuple. Voilà. Bien compris, Lila. Jacques Beau. Alors, écoutez, je n'ai pas traité le cas particulier de M. Zelensky dans mon livre, mais je peux vous répondre à votre question. D'abord, Zelensky est un acteur qui travaillait dans une chaîne de télévision qui était financée par un oligarque ukrainien, Kolomoïski. Kolomoïski est un multimilliardaire qui finançait donc l'émission de Zelensky qui s'appelait Servant du peuple. Vous noterez que le parti de Zelensky aujourd'hui s'appelle aussi Servant du peuple, du nom de l'émission. Oui, c'est une émission à succès d'ailleurs. Une émission à succès, etc. Une émission un peu satirique. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que le fils de Joe Biden, Hunter Biden, faisait partie du conseil d'administration d'une entreprise qui s'appelait Burisma, qui était une entreprise qui traitait des hydrocarbures et notamment le gaz en Ukraine. Le patron de Burisma, c'est Kolomoïski. Ah oui, d'accord. Donc, le propriétaire de cette chaîne de télévision. Le propriétaire de la chaîne. Donc, le Zelensky et le fils de Joe Biden avaient le même patron. Est-ce que ceci explique cela? Je ne sais pas. Toujours est-il que Zelensky était effectivement quelqu'un qui était assez corrompu, et c'était dans les Pandora Papers qui ont été publiés en octobre 2021. Zelensky était pratiquement l'homme politique le plus visé et l'Ukraine était le pays le plus concerné par ces Pandora Papers, au point que certains ont dit les Américains veulent se débarrasser de Zelensky à cette époque-là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à ça, mais de fait, il était très con. Et l'Ukraine, ça je le mentionne dans mon livre, entre 2014 et 2020, l'indice de corruption en Ukraine a augmenté de 32%. C'est-à-dire que... L'indice de corruption, vous voulez dire, c'est dans la chaîne des pays corrompus Alors, c'est un site financier américain je ne sais plus, c'est Bloomberg, qui avait calculé l'indice de corruption et qui le compare chaque année, qui compare ça... sur tous les bouquets, tous les pays. Exactement. Et là, ils avaient constaté que, parce que la révolution de Maïdan en 2014, c'était fait sur un fond de corruption. C'était pour lutter contre la corruption, à vrai dire, que Maïdan s'était faite. Et ironie de l'histoire, la corruption a fait qu'augmenter après Maïdan, c'est-à-dire après l'arrivée de clics. Alors il n'y avait pas Zelensky, et lui est très récent dans cette affaire, mais il y avait avant Poroshenko, il y en avait d'autres, etc., qui ont profité de la manne américaine, parce que les Américains, je pense que c'est les Américains qui ont joué un peu un jeu pervers. Ils voulaient
comment dire, il voulait s'implanter en Ukraine, il voulait, je pense, provoquer un petit peu la Russie. Et je pense qu'ils ont un peu instrumentalisé, à mon sens, l'Ukraine et la population ukrainienne à des fins de politique, de géostratégie mondiale. Oui. Et c'est là où je vois quelque chose d'un peu pervers dans toute cette affaire. Et à votre avis, Jacques Beau, là juste nous arrivons en fin d'émission, c'est vrai qu'on aurait pu encore faire quelques heures, mais déjà on a planté effectivement le décor, et plus que le décor. À votre avis, ça va durer sans faire de prédiction, mais je veux dire actuellement, étant donné le rapport de force, et la politique et la guerre, c'est un rapport de force, une banalité de base que de le dire, ça risque de durer, où vous voyez effectivement, compte tenu de toutes les forces en présence, et je parle au niveau mondial, où à votre avis, il y a une solution possible, espérons pour les peuples, en vue. Alors évidemment, je n'ai pas de boule de cristal, mais ce qu'on peut probablement dire, et je ne suis pas non plus dans la tête de Vladimir Poutine, mais ce que je pense, c'est qu'actuellement, les Russes ont atteint presque tous leurs objectifs en Ukraine. Leur objectif n'est pas d'occuper toute l'Ukraine. Je pense que les Russes ne veulent pas s'aventurer dans la partie occidentale de l'Ukraine, qui est très nationaliste. C'est là où on parle de ces résistances qui se préparent, etc. Et il y a un vrai sentiment nationaliste ukrainien. Il y a un vrai sentiment nationaliste dans cette région-là. La région qui est actuellement occupée par les Russes, et quand je dis les Russes, je devrais dire l'armée russe et l'armée des républiques de Lugansk et de Donetsk, c'est la partie russophone, qui est, je ne veux pas dire acquise à la Russie, mais disons qui pencherait favorablement du côté de la Russie. Donc c'est une région où il y aura peut-être de ci, de là des mouvements de résistance, surtout dans les villes où ce sont surtout les paramilitaires qui sont engagés et qui vont certainement continuer à résister. Mais grosso modo, on peut dire que à ce stade, et beaucoup d'experts disent que maintenant, les combats, la partie physique de la guerre risquent de durer encore quelques semaines, mais en gros, les objectifs sont atteints. Par contre, ce qui va peser très lourdement, c'est naturellement les sanctions. Et c'est là où, comme je le disais au début... et d'autre, d'ailleurs. Voilà, parce qu'on n'a pas encore eu les réactions, les contre-sanctions russes, qui risquent bien de venir et nous frapper de manière extrêmement désagréable. Tout à fait, on en a beaucoup parlé avec Charles Gave notamment et d'autres experts. En tout cas, merci Jacques Beau, merci de vos éclaircissements et encore une fois, lisez ce livre vraiment pour lucidité, avoir et garder. Et ce livre, c'est Poutine, maître du jeu aux éditions Max Milo, et vous avez fait une longue et belle carrière dans les renseignements stratégiques suisses, on a eu le temps d'en parler. Vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube et puis dans un instant, Brigitte Lahaie.